Alors, on y va sur les pouvoirs pour commencer. Monsieur Puot qui donne pouvoir à Yann Pelletier. Monsieur Mettet donne pouvoir à Madame Fardin. Monsieur Guinaudot à Monsieur Barbeau. Monsieur Charpentier à Monsieur Bonin. Monsieur Lesage à Madame Parpaillon. Madame Bertrand à Madame Le Goff. Madame Sosso à Monsieur Bouget. Madame Follet à Monsieur Vanier. Madame Joly à Monsieur Fabre. Madame Barrault à moi-même. Monsieur Alétru à Madame Groslot, Monsieur Pelot à Monsieur Sautreau, et puis Monsieur Kubrick à Madame Pierre. Voilà pour les pouvoirs pour ce soir. Secrétaire de séance. Alors, du coup, là, on a un absent. Alors, je vous propose soit Stéphanie Le Goff, soit Catherine Poupée. Mais je ne sais pas si Stéphanie est arrivée. Mais... Oui, Catherine, ouais, Catherine Poupée. Ok, merci. Ah, oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Du coup, le premier point, donc, est-ce qu'il y a des observations sur le procès-verbal de la séance du 19 janvier 2023 ? Non, je vous remercie. Ensuite, vous aviez donc la présentation des délégations consenties par le Conseil communautaire, d'une part au bureau communautaire et ensuite les décisions prises par moi. Y a-t-il des observations ? Non ? Eh bien, écoutez, c'est parfait. On va donc rentrer dans le vif du sujet de la séance de ce soir et la première délibération qui sera donc présentée par mon voisin, par Nicolas Vanier, concerne donc notre débat d'orientation budgétaire. Vous le savez, un débat d'orientation budgétaire, il s'agit de débattre sur les orientations générales de notre budget 2023. Il porte sur les grandes lignes de l'exercice en cours et puis sur les engagements pluriannuels envisagés. Ce DOB, il permet à chacun et chacune d'échanger en vue du vote du budget qui aura lieu le 13 avril, donc dans un mois à peu près. Pour bâtir un budget, et on est tous en plein dedans dans nos communes, le contexte socio-économique, l'environnement général sont des acteurs prépondérants. Et je pense que comme Nicolas ne manquera pas de nous le souligner, on a en plus un contexte incertain depuis plusieurs mois qui rend cet exercice encore plus complexe, parfois par des décisions que nous portons, mais aussi parfois par des choses subies sur certains postes ou qui peuvent fluctuer. Les dépenses de fonctionnement, vous allez voir, elles subissent de plein fouet tous ces aléas. Mais pour nous aider dans la construction de ce DOB, je vais faire un tout petit retour en arrière. J'avais souhaité, courant du dernier trimestre 2022, vous associer au plus près et travailler notre PPI. J'avais envisagé le séminaire des élus, 2 étaient programmés. Le second a dû être annulé parce qu'on n'était pas assez nombreux. Et puis, ceux qui s'étaient inscrits sur le second étaient quasiment les mêmes que ceux qui étaient présents lors du premier séminaire, donc qui avaient déjà entendu les mêmes choses. Date peut-être, horaire peut-être mal choisi, agenda surchargé à n'en pas douter. Toujours est-il que voilà, on n'a pas pu faire ces séminaires. La volonté, c'était vraiment de prendre un temps pour partager ensemble les projets issus du travail des commissions portées par les vice-présidents, mais aussi d'échanger sur des engagements passés. Alors, il y en a certains qui sont récurrents, qu'on a actés depuis longtemps. Je vais penser à la fibre optique, où chaque année, en effet, c'est important, ça pèse de façon conséquente sur notre budget. Mais il y a aussi d'autres projets antérieurs qui suivent leur petit bonhomme de chemin. Mais c'est aussi faire des arbitrages et puis, plus généralement, vous donner à tous une vision plus transversale des actions, des projets, des mises en œuvre portées par l'intercommunalité. On est tous un peu dans nos commissions, donc parfois c'est un peu cloisonné. L'objet de ces séminaires, c'était voilà, d'avoir un échange et d'avoir quelque chose de beaucoup plus transversal. Ça n'a pas fonctionné, du coup je réfléchis à un autre format, j'ai quelques mois pour y réfléchir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en préambule pour ce soir. Je vais laisser la parole à Nicolas, qui va donc nous présenter les orientations sur lesquelles nous allons pouvoir échanger. Nicolas, je te passe la parole. Merci Présidente, bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit la Présidente, l'idée c'est d'échanger. On est dans le cadre d'un débat d'orientation budgétaire.
qui forcément précèdent donc les budgets primitifs qui ont lieu, comme l'a dit la présidente encore une fois, le 13 avril. En préambule, ce qu'on a cherché à faire dans le cadre du budget, c'est par rapport au PPI dont a parlé la présidente, de vérifier, avec un scénario au fil de l'eau, si on était en capacité financière à supporter sur les 3 années, 4 années à venir, les engagements pris par mes collègues du bureau vis-à-vis de leur commission. Et ensuite, forcément, on a fait un scénario différent qui nous amène à aller chercher de la ressource, parce qu'on va le voir très vite dans le cadre de ce travail qu'on a fait en amont de la préparation de ce document. On s'aperçoit que très rapidement, quand on est sur un schéma au fil de l'eau, on a l'ensemble de nos indicateurs financiers qui se retrouvent en alerte. Dans le scénario au fil de l'eau, on le voit, dès 2023, on se retrouve avec une CAF à un tout petit peu plus de 100 000 euros, et dès 2024, avec une CAF négative. L'ensemble des ratios, je vous l'ai dit, est dégradé. Notre capacité de désendettement, de la même façon, et c'est la planche d'à côté, qui est aujourd'hui à 4,75 années, passerait en fin d'exercice à 17,75 années, donc bien au-delà des seuils d'alerte. Donc une fois qu'on a dit ça, il n'était pas possible pour moi, parce que c'est de ma responsabilité, de venir devant vous et de vous présenter un document d'orientation budgétaire dans lequel on serait sur ce type d'indicateurs. Ma responsabilité, elle n'est pas de déterminer si les projets portés par mes collègues du bureau, c'est pertinent. Ma responsabilité, c'est de faire en sorte de ne pas mettre dans le rouge la collectivité. Donc, une fois que j'ai dit ça, on a cherché à construire ce DOB avec une augmentation de la fiscalité qu'on va vous expliquer et vous détailler plus précisément tout à l'heure. Mais encore une fois, les différentes planches que vous avez par devers vous ne sont pas tenables, donc il fallait absolument qu'on aille capter de la ressource. On a, et on le verra tout à l'heure dans le détail dans le cadre du PPI, un programme d'investissement qu'on peut qualifier d'ambitieux, 40 millions sur les années qui nous restent, c'est beaucoup, on regarde de ce qu'on a pu exercer sur les années antérieures, mais pour autant, c'est bien ce qui correspond à la commande faite par mes collègues, et dans le cadre des commissions qu'ils animent depuis maintenant 2 ans. Une fois qu'on a dit ça, ce que je vous propose, c'est d'aller maintenant regarder plus dans le détail tout ce qui concerne donc, le contexte, parce que ça fait partie des obligations dans le cadre de ce document d'orientation budgétaire. Donc au niveau du contexte macroéconomique, avec votre permission, je vais aller assez vite, parce que vous le connaissez, une année qui sera marquée encore par une inflation assez forte, comment dirais-je, la Banque de France qui estimait à fin décembre peut-être une récession, l'INSEE nous dit que finalement on devrait y échapper. Toujours est-il que la croissance, au mieux, elle est estimée à plus 0,8 dans les meilleurs des scénarios pour cette année en cours. Et puis l'inflation, on estime que cette année encore, on sera entre 5 et 7%. Voilà. Je passe ensuite sur les mesures de soutien que vous connaissez pour les petites collectivités. Certaines de vos communes ont dû en bénéficier. Je pense notamment au bouclier tarifaire pour les communes donc ayant un budget de moins de 2 millions et moins de 10 agents ETP dans leurs effectifs. Et puis on a aussi l'amortisseur électrique. Donc c'est un système beaucoup plus lourd qui peut potentiellement nous concerner. On a fait bien évidemment la demande auprès des services de l'État avec l'accompagnement du FIDEV. Au jour d'aujourd'hui, on n'est absolument pas en capacité de savoir si oui ou non on aura l'accompagnement de l'État sur ce soutien. Il y a une réunion qui est prévue là, début mars avec justement le CIDEF pour faire le point. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, il y avait un prix référence fixé à 180 € le mégawattheure, et on sait que nous, on a eu des consommations qui étaient supérieures. Donc, on le souhaite en tout cas, peut-être qu'on bénéficiera, mais encore une fois, je suis très prudent parce que, vous le savez, ces mécanismes qui sont un peu des usines à gaz du soutien. Voilà, je ne vais pas être plus long sur ces éléments-là parce que, encore une fois, vous les connaissez aussi bien que moi, et ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus ce soir. Ce qui nous intéresse le plus, c'est d'échanger sur nos orientations à nous. Concernant donc on le verra dans quelques semaines maintenant, au niveau du budget primitif, mais au niveau de l'épargne, donc on se retrouve avec une CAF nette qui est estimée, on n'a pas pointé encore avec le SGC, mais logiquement on devrait être assez proche de ce qu'on annonce aujourd'hui. On devrait dégager sur l'exercice qui vient de se terminer une CAF nette de l'ordre d'un petit peu plus de 2,3 millions. Donc on retrouverait pour l'exercice 2022, donc l'exercice qui vient de se terminer, un niveau de CAF quasi équivalent à ceux qu'on a pu connaître à la fois en 2019 et en 2020.
2021, vous le savez, avec les difficultés liées au Covid, on approchait les 1,4 million. Donc là, on arrive malgré tout donc, à un niveau quasi équivalent, mais qui est un peu un effet en trompe-l'œil pour différentes raisons qu'on vous explique page 10. La première, c'est qu'on a bénéficié du reversement lié au départ du syndicat mixte de Bournozo. Donc c'est 400 000 € de recettes qu'on a perçues mais qu'on ne percevra plus à l'avenir. On a également bénéficié d'un retour à la normale de tout ce qui concerne les produits et services, notamment les piscines, les ALSH. Donc là, c'est 300 000 € de plus, mais qu'on n'aura pas sur les exercices qui vont suivre. On a également eu, et ça c'est lié à l'inflation, dans le cadre de la réforme de la TH, un reversement de TVA extrêmement important, bien plus que ce qu'on aurait pu imaginer. C'est quasiment un petit peu moins de 600 000 €. Donc ça, c'est lié encore une fois à l'inflation qu'on connaît aujourd'hui. On se le souhaite. L'idée, c'est pas que l'inflation continue à progresser comme c'est le cas ces derniers mois et ces dernières années. Donc ça veut dire que là aussi, vigilance au niveau des recettes. Et puis il y a aussi, bien sûr, tous les effets de base qui font qu'on a augmenté de manière intéressante sur nos produits, notamment la tome. Et puis la GEMAPI aussi, je vous le rappelle, il avait été décidé de faire un appel à produits de quasiment un petit peu moins de 400 000 € de plus sur l'an dernier. Donc ce qui explique que grosso modo, effectivement, on a dégagé des recettes de manière un peu plus conséquente, mais qui sont, je dirais, qui sont pas pérennes. Donc c'est là où moi je suis vigilant sur ces 2,3 millions. Et vous le savez, de toute façon, quand on prépare des documents financiers, on a toujours tendance, et vous le faites dans vos communes, à être plutôt minimaliste sur les recettes et très prudent sur la partie dépenses. Voilà, en tout cas, ces chiffres-là, et on le verra encore une fois dans le cadre des comptes administratifs, dans quelques mois, font que l'ensemble de nos indicateurs aujourd'hui repassent au vert, hormis peut-être le taux de CAFNET qui est limite, parce qu'on a à peine 7%, le seuil c'est 7%, là on a à peine 7%, mais pour le reste, en tout cas, on a des ratios qui sont bons sur l'exercice qui vient de se clôturer. Pour autant, on va être très prudent sur ce qu'on va faire sur l'année qui arrive, parce que, vous le savez, vous le vivez certainement dans vos communes, et c'est encore plus vrai pour les collectivités importantes. On a aujourd'hui des points de vigilance à avoir, et ça concerne tout d'abord donc, sur le fonctionnement, ce qu'on appelle le 011, donc les charges à caractère général. On a avec les services, et en lien avec Eric qui a la charge de cette compétence, estimé pour l'année qui arrive une augmentation de toute la partie fluide de 600, quasiment 80 000 € de plus sur l'exercice qui arrive. Donc autant dire que c'est pas une paille. Et donc du coup, on va vous proposer d'inscrire sur ce 011 8 166 000. C'est une augmentation de quasiment 24% de plus que ce qu'on avait pu inscrire l'année dernière. Donc je viens de vous le dire, les fluides, poste important. On a également la mise en place du logiciel dans le cadre de la gestion des déchets pour le passage futur à la redevance incitative. Donc c'est 56 000 € pour ce logiciel. On a fait le choix aussi, et on ne peut que s'en réjouir, de mettre en place le guichet unique de l'habitat, qui fonctionne très bien. Depuis quelques semaines maintenant, mais c'est 320 000 € de dépenses supplémentaires sur la partie fonctionnement. Alors vous verrez, il y a des recettes aussi en face, mais en tout cas, on a de la dépense. On a ce qui concerne aussi donc, toute l'enquête terrain pour le futur passage à la redevance incitative. Cette enquête terrain qu'on va faire sur 2 exercices, c'est plus d'1 million d'euros. Donc là encore, il faut inscrire 540 000 € pour cette enquête terrain. On a également le marché de collecte qui évolue sur certaines communes, donc on provisionne 250 000 € supplémentaires. Et puis on pourrait parler des assurances qui augmentent, comme vous le connaissez là encore dans vos collectivités. Donc on provisionne 40 000 € de plus. Et puis la communication qui prend aussi 47 000 € supplémentaires, parce qu'on va commencer à échanger, et à discuter et à parler du passage à la redevance incitative auprès des usagers. Donc un montant très conséquent par rapport à l'exercice précédent, mais pour lequel on peut difficilement faire moins. La partie fluide, je regarde Eric quand je dis ça, mais c'est vrai que c'est des sommes qui
qui impressionne, mais tout ça, ça a été étudié, analysé. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de raboter parce que sinon, c'est le risque d'une DM et de se mettre en difficulté en fin d'exercice. Donc, on ne peut pas faire autrement que de provisionner ces montants-là. Hein. Donc voilà. Si vous avez des questions ou des sujets, des remarques, vous m'interrompez. Hein. L'idée, c'est on est dans le cadre d'un échange, d'un débat. S'il y a des choses qui vous interpellent, n'hésitez pas. Je poursuis sur les charges de personnel. Là encore, comment dirais-je, donc vigilance. On va dépenser sur l'exercice qui vient de se terminer un petit peu plus d'1 500 000 euros. Pour l'année prochaine, on prévoit d'inscrire 12 168 000. Et vous le voyez avec la planche qui vous est proposée. Bon, on a l'évolution du SMIC, ça, je veux dire, c'est des effets pour lesquels on n'a aucun levier. La revalorisation du point d'indice, c'est pareil. Vous le savez, en juillet dernier, le gouvernement a décidé de revaloriser de 3,5 points l'ensemble des fonctionnaires et des agents. Et donc, du coup, on a subi cette augmentation que sur un demi-exercice. Donc là, forcément, on est sur une année complète. Donc, il faut prévoir les crédits supplémentaires sur une année complète. Le GVT, vous connaissez là encore, c'est 57 000 euros. L'avancement de grade, 35 000 euros. Quelques revalorisations salariales, 32 000 euros. Toutes les décisions liées aux créations de postes des années antérieures sur des agents qui seront là à temps complet sur cette année. Donc c'est 276 000 euros. Et puis, concernant les créations de postes, on a été très mesuré cette année dans le cadre de la préparation de cet exercice, puisque on a, quoi qu'il arrive, un besoin sur la médiathèque pour l'entretien, puisque le bâtiment va être opérationnel dans quelques mois maintenant. On a également, dans le cadre du transfert de compétences, récupéré le RPE, donc le relais petite enfance. Donc c'est un agent qui va faire partie de nos effectifs, pour lequel on a besoin de provisionner son traitement. Et puis enfin, le seul poste qui serait éventuellement proposé à la création, un poste dont on a cruellement besoin aujourd'hui, c'est sigiste. Et tu partages l'avis du sigiste pour une collectivité comme la nôtre. Alors sigiste, je ne suis pas certain que tout le monde sache précisément. Tu vas en dire 2 mots du sigiste? Bon, grosso modo, c'est tout ce qui concerne la cartographie. Tu en reparleras tout à l'heure. Qui concerne la cartographie en fait en interne pour nous aiguiller. Ça peut être à la fois sur la gestion des espaces verts, l'optimisation de la gestion des espaces verts, mais pas que. Hein, c'est vraiment l'ensemble. L'ensemble des réseaux éventuellement enterrés, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, on est la seule collectivité en fait aujourd'hui d'une ampleur comme la nôtre qui n'en dispose pas. Voilà. Donc vous voyez qu'en termes de création, on est encore une fois extrêmement, par rapport aux années antérieures, on arrive finalement aujourd'hui à un maillage et à une architecture au niveau de notre personnel qui est plutôt bien, je dirais, structurée. Il y a eu besoin sur les années antérieures de faire ce travail-là. Aujourd'hui, on est en ordre de marche sous la houlette de notre DGS que je regarde, voilà, et puis des DGA qui sont présents. Mais on a une architecture qui est très conforme et qui permet d'être assez efficace et opérationnelle aujourd'hui. Voilà. Non, c'est bon. Je poursuis s'il n'y a pas d'observation. Sur les autres charges de gestion courante, donc là, une inscription là encore qui est plus importante que les années précédentes, mais qui s'explique assez facilement, parce qu'on vous propose d'inscrire en fait 2 millions de plus sur le 65, mais c'est lié uniquement à la contribution Trivalis. Vous le savez, on est passé en tout homme, et auparavant, donc on avait le budget annexe, le 700 de déchets ménagers, sur lequel on payait donc une partie de la cotisation Trivalis, 2 millions, qui correspondait au montant des recettes. Donc comme ce budget-là va s'arrêter, alors pas encore tout à fait, parce qu'on a encore des créances à mise en valeur qui font qu'on ne peut pas le clôturer tout de suite, mais toujours est-il que sur ce budget-là, sur lequel on percevait 2 millions de recettes en redevance, on versait 2 millions à Trivalis, puisqu'on n'aura plus la redevance, mais de l'atome qui va tomber sur le budget principal, par effet de vase communicant, finalement, on a 2 millions qui viennent en dépenses, mais ce n'est pas de la dépense supplémentaire, hein, c'est de la dépense qu'on avait déjà sur les années antérieures. Et puis, on le précise aussi, c'est important, eh bien, on va cette année économiser quasiment 80 000 euros sur notre participation au syndicat mixte Sud-Vendée Tourisme, puisque vous le savez, ça y est, le retrait est en cours. Et je voudrais remercier Laurent et la présidente pour leur efficacité, parce que ça n'a pas toujours été facile, mais en tout cas, voilà, ça nous permet de faire quand même à l'année 80 000 euros cette année, et c'était quand même 96 000 euros sur une année complète qu'on versait au syndicat, alors qu'on exerce la compétence en direct depuis maintenant, par le biais de la SPL, de nombreuses années. Et je rappelle aussi, à la demande de mon collègue en charge
cette compétence JAM, que bien sûr le produit GEMAPI sera identique cette année à celui appelé l'an dernier, donc il n'y a pas d'évolution comme c'était convenu sur l'exercice à venir. Voilà. Sur les charges exceptionnelles et les atténuations de produits, là on va inscrire 7 983 000, donc un petit peu moins, simplement parce que on a, dans le cadre des attributions de compensation, décidé de minorer les attributions de compensation par rapport aux actes d'urbanisme liés au service ADS et par rapport à la cuisine centrale. Vous le savez, pour améliorer notre coefficient d'intégration fiscale, qui détermine pour partie nos dotations, on a décidé que, à partir de cette année, plutôt que de vous faire payer au trimestre les actes d'urbanisme, on viendrait du dernier trimestre de l'année en cours, donc 2023, on vous donnerait le montant glissant sur 12 mois, donc du dernier trimestre 2022 jusqu'au troisième trimestre 2023. Et ce montant-là, que vous habituellement vous acquittiez au trimestre, on vient venir le déduire de ce qu'on vous donne habituellement au niveau des AC. Pour les communes, c'est transparent, c'est indolore, et pour nous, par contre, ça améliore le CIF, et ça peut, alors ce ne sera pas suffisant, bien sûr, mais ça fait partie des leviers, entre autres, qu'on doit activer pour essayer d'aller capter de la dotation supplémentaire. Voilà, donc c'est pour ça qu'on propose d'inscrire moins sur ce chapitre. Voilà pour la partie dépenses. Je suis assez rapide parce qu'on reverra ça dans quelques semaines, dans le cadre des budgets primitifs. Est-ce que toujours pas d'observation? Je déroule. Ah si, il y en a une. Philippe. Oui. Oui. Ah ben, si, clairement, si tu continues dans le scénario au fil de l'eau, c'était le préambule, si, clairement, tous tes ratios, y compris celui-ci, bien sûr, il est explosé, clairement. Exactement. Oui. Oui. Sur le scénario qu'on propose aujourd'hui, ce ratio-là, il est préservé. On est encore dans les standards. Bon. Ouais. Sur les recettes, donc du coup, au niveau des produits et des services, et là, on propose d'inscrire un petit peu moins, par prudence en fait, tout simplement parce que au niveau des LSH, on considère que voilà, on était déjà sur un rythme assez soutenu, et puis aussi par effet de vase communicant là encore, puisque le service ADS, il n'y aura plus de facturation au trimestre, que ça va venir minorer vos attributions de compensation, ben forcément on n'a plus la recette en face qui sera inscrite. Donc là c'était quand même 201 000 euros de recettes à l'année qui forcément ne seront plus visibles sur ce chapitre-là. Pour les impôts et taxes, c'est là où je pense il va y avoir quelques observations. Donc ce qu'on propose, c'est d'inscrire donc un petit peu moins de 30 millions d'euros. Étant précisé que sur ces 30 millions d'euros, il y a déjà l'effet TOM, puisqu'on a les 2 millions de redevances qui basculent dans ces 29 millions. On a aussi, on propose, et c'est là où on peut échanger, nous d'augmenter le taux de CFE, avec la majoration spéciale d'un point. On propose de poursuivre l'évolution du coefficient de TASCOM comme on l'a fait l'an dernier, pour l'exercice à venir. Pour la GEMAPI, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, donc on maintiendrait là, le produit tel qu'il était auparavant. Et puis, c'est là où on a notre principal levier. Ce qu'on proposerait, c'est d'instaurer donc un taux sur le foncier bâti, 2 points, et ce qui permettrait de percevoir grosso modo 1,3 million pour la collectivité. Vous avez l'ensemble en fait de la ventilation ici qui vous était présentée. Comment dirais-je? On vous rappelle aussi, et c'est important, qu'aujourd'hui on est le seul territoire vendéen à ne pas percevoir de fiscalité sur le foncier bâti. Je suis désolé Delphine, il faut jongler, hein, mais vous faites bien. On est le seul territoire à ne pas prélever, et donc cette recette, et c'est donc le fameux scénario dont on parlait à l'instant Philippe, c'est effectivement la fiscalité qui serait nécessaire pour permettre de conserver à la fois notre capacité de désendettement et des ratios qui soient conformes à ce qu'on attend d'une collectivité comme la nôtre. Voilà. Des remarques, observations, questions?
Je déroule. Oui. Sur les dotations, subventions et participations, donc là, on vous proposerait d'inscrire 5 565 000, une évolution d'un petit peu moins de 400 000 euros. Bon, on imagine encore quelques recettes supplémentaires, notamment par rapport au guichet unique de l'habitat, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des dépenses, 320 000 euros de dépenses, mais on a aussi des recettes, un petit peu moins de 300 000 euros. Dans le cadre aussi de l'opération de la fourche à la fourchette que tu portes, David, on a des subventions à hauteur de 37 000 euros. Les maisons France Service, on a sur Luçon, notamment l'ouverture, on a un accompagnement à hauteur de 60 000 euros. Et puis ensuite, dans le cadre de l'AMO, vous savez, la personne qui aujourd'hui accompagne les communes dans leurs projets, il y a une refacturation qui est faite d'un montant maximum de 3 000 euros. Donc là, on a imaginé une recette supplémentaire de 36 000 euros. Donc je crois savoir qu'il est déjà bien débordé, bien sollicité. Qu'on risque d'être au-delà de ces montants. Encore une fois, on est prudent, c'est de la recette. Et puis maintenant, ce qui concerne les autres produits de gestion courante et les produits financiers, donc là, rien de particulier, je passe rapidement parce que très peu d'évolution. Comme les atténuations de charges, on ne change rien, on reste sur des montants, je dirais, identiques aux années antérieures. Voilà. Des questions par rapport aux recettes? Toujours pas. Du coup, bien, si on passe à l'investissement, on propose, comment dirais-je, d'inscrire un petit peu 12 millions, quasiment 700 000 euros à la fois de dépenses et de recettes. Dans le détail, donc sur le pôle ressources, on aurait le siège communautaire, c'est le garage en fait, c'est l'achat du garage et les premières études. Mon matériel informatique, tout ça, je passe assez rapidement. C'est la page 22 pour ceux qui ont le document par devant eux. Ce qui nous mobilise beaucoup, c'est le pôle aménagement et développement, puisque là, on a pour la partie économie un petit peu plus d'1 150 000. C'est à la fois des aides aux entreprises, mais c'est aussi l'EPINAS, qui est en cours de réhabilitation. Ouais. Et puis, oui. Le SDAN encore, qui représente un petit peu plus d'1,1 million pour l'année qui arrive. La partie déchets ménagers, qui est un gros volet, puisque c'est un peu plus de 4,5 millions qu'on va investir l'année prochaine. Alors, sur ces 4,5 millions, vous avez déjà le CTI, la construction du futur centre technique intercommunal, l'achat de véhicules, bref. Puis les bennes, effectivement, beaucoup de PAV aussi, donc les points d'apport volontaires sur les communes du littoral et principalement du littoral et ensuite Luçon, si j'ai bien tout compris, et Pierre me complétera si je dis des bêtises. Voilà. Et puis bon, après vous avez le détail par-devers vous, toujours de la voirie du bâtiment, mais en tout cas 12 millions, c'est ce qui vous sera proposé d'inscrire dans le cadre du prochain budget. Et comment on les finance, à la fois par des subventions d'équipement, 2,8 millions, par du FCTVA, 1,8 million, notre CAF, on l'a dit tout à l'heure, un petit peu plus de 2,3 millions. Les emprunts nouveaux, c'est des emprunts qu'on a déjà eu l'occasion de souscrire, vous savez, dans le cadre de stratégie financière. On a bénéficié l'an dernier par anticipation, on savait que les taux allaient évoluer, donc on avait décidé d'aller capter 2 fois 800 000 euros auprès des organismes bancaires. C'est des prêts qui ne sont pas débloqués aujourd'hui. On avait la possibilité de différer les déblocages. On savait qu'on aurait besoin de cette ressource, et plutôt que d'attendre de le faire maintenant à des taux qui approchent les 4, on l'a fait je dirais, au bon moment et à des conditions bien meilleures que ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Donc on va les décaisser cette année. Et puis ensuite, ce qu'on propose pour équilibrer, c'est d'utiliser nos excédents antérieurs pour éviter de s'endetter davantage et surtout pour continuer à poursuivre notre désendettement comme on le fait depuis maintenant pratiquement 6 ans. Voilà, sur cette partie-là, vous avez ensuite les APCP avec les inscriptions nouvelles. Donc tout ça, c'est pareil, je vais passer assez rapidement parce que ce qui nous intéresse, c'est le PPI puis la capacité à investir avec la prospective. Donc sur cette prospective, et vous l'avez par devers vous, dans toujours ce scénario avec une fiscalité supplémentaire, avec donc encore une fois ce programme d'investissement ambitieux, il nous faudrait, comment dirais-je, donc on l'a dit, c'est un petit peu plus de 39 millions d'euros à investir. Notre capacité sur les années qui arrivent, c'est à peu près 23 millions d'euros. Vous avez ensuite forcément, comment dirais-je, des emprunts qui seraient sollicités, donc à hauteur de quasiment 10 millions sur la période qui reste du mandat.
Et une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne effectivement une CAF à 2,3 millions pour l'exercice en cours. Avec une fiscalité supplémentaire sur l'année qui arrive, on dégagerait une CAF nette à 1,5 million. Et en maintenant finalement notre pression fiscale au niveau de 2023, donc pas d'augmentation de taux ou d'aller chercher demain du foncier bâti en plus, on arriverait en fin d'exercice, en réalisant ce programme de 40 millions, à une CAF nette qui serait là du coup extrêmement juste, d'à peine 1 million d'euros. Voilà. Sur la capacité de désendettement, en revanche, on serait sur des ratios toujours plutôt conformes, parce qu'en fin d'exercice, on serait à peine 8 années de désendettement, donc ça c'est cohérent, jusqu'à 12 années, 15 années, ça tient la route. Et forcément, vous le voyez, l'évolution de l'annuité, elle augmenterait, parce qu'on aurait besoin, si on veut réaliser l'ensemble du programme, d'aller chercher de la ressource, donc de l'emprunt. Donc on aurait un encours de dette qui lui évoluerait. Mais bon an, mal an, en jouant aussi avec nos reports et en décalant, si possible, certains investissements, on arriverait malgré tout à avoir un encours de dette qui serait finalement plutôt légèrement supérieur à celui qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc voilà, on investirait quand même de manière plutôt ambitieuse sur l'exercice, et en ayant des ratios qui resteraient, alors non pas exceptionnels, mais en tout cas pas alarmants, hormis pour la CAF nette, parce qu'avec un peu plus de 800 000 à l'année, on fera plus grand-chose sur la suite. Mais en tout cas, voilà grosso modo au niveau de l'analyse prospective qu'on peut faire. Dans le détail, grosso modo, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au PPI? Eh bien, c'est qu'on a un peu plus de 4 millions prévus pour la partie siège communautaire. Vous avez sur la partie informatique, mais c'est nécessaire parce que chacun d'entre nous le vit dans les collectivités, c'est incompressible avec la sécurité, etc. Donc c'est un petit peu plus de 700 000 euros. On a ensuite tout ce qui concerne les fonds de concours. Sur les 4 derniers exercices, c'est 2,2 millions qu'on a versé. Vous avez ensuite tout ce qui concerne donc l'aménagement et le développement. Donc là, on a les aides aux entreprises. On a prévu, mon collègue Bonneau a prévu 1,5 million sur le reste du mandat. Vous avez tout ce qui concerne donc le SDAN. On a encore 1,7 million à verser sur la fin du mandat. Tout ce qui concerne donc le PLUI, c'est 300 000 euros à provisionner sur le reste du mandat. René souhaite mettre en œuvre le schéma directeur des déplacements actifs. C'est 600 000 euros de provisionner sur le reste du mandat. On a ensuite donc le PLH, parce que vous avez du fonctionnement, mais vous avez aussi de l'aide pour ceux qui réalisent des travaux, donc de l'investissement. Et là, on a provisionné pour que Philippe puisse exercer la compétence 1,2 million. On a également sur la partie déchets, c'est ce qui nous coûte le plus cher, mais c'est lié à la volonté de passer à la redevance incitative. C'est la construction du CTI, c'est le barriérage aux déchetteries, c'est la rénovation de nos déchetteries pour partie. Une déchetterie, on estime ça aujourd'hui, une rénovation à plus de 2,5 millions d'euros. Donc, et sur le territoire, il y en a beaucoup, et j'en connais une en tout cas, qui sont loin d'être aux normes. On a reçu plusieurs mises en demeure. Donc sur ce poste-là, c'est aussi l'acquisition de points d'apport volontaires. C'est aussi l'acquisition de véhicules pour la collecte. Et donc c'est 15 millions d'euros sur le reste du mandat qu'on imagine dépenser sur ce poste environnement et surtout déchets ménagers. On a ensuite tout ce qui concerne les énergies renouvelables. Donc là, David, dans le cadre de sa projection avec sa commission, c'est un demi-million d'euros qu'on a prévu d'inscrire. Les bâtiments, il faut continuer à les entretenir, donc c'est un peu plus d'1 million d'euros. La voirie, c'est pareil, c'est 1 million d'euros qu'on a inscrit. Et puis tout ce qui concerne donc les piscines, la modernisation des piscines et surtout celle de la tranche pour laquelle le bassin extérieur j'allais dire prend l'eau, mais c'est de mauvais goût. Comment dirais-je, fuit. Il est fissuré. Fuit. Donc là, il y a des travaux à prévoir urgemment. Et donc sur les piscines, c'est quand même 3 millions d'euros qui sont prévus là sur la fin de l'exercice pour les entretenir. Donc voilà, j'ai essayé de brosser assez rapidement, mais vous l'avez dans le détail, et puis on le reverra dans le cadre du budget. Ce qui explique ces 40 millions d'euros. Donc 40 millions d'euros, ça peut paraître ambitieux, parce qu'habituellement, on dépense grosso modo, alors sur une bonne année comme celle de l'an dernier, c'est 7 millions. Sur les années antérieures, c'était plutôt 5 millions. Mais on le voit bien, parce que là, j'ai brossé tout ça rapidement. Il y a peu, par rapport à la commande qui est faite de mes collègues, on est short, quoi. Il n'y a rien de démesuré. Ce qui prend beaucoup de nos capacités, c'est les déchets, mais je crois qu'il y a une volonté qui est commune pour dire on veut passer à la redevance incitative. Et ce choix-là implique des investissements lourds sur les premières années qui sont celles de la fin de notre mandat.
mais qui derrière forcément auront un impact, on l'espère, pour les usagers et aussi à terme peut-être pour nous au niveau financier. Voilà. Mais je crois que moi, je n'ai pas jugé, en tout cas, je vous l'ai dit en préambule, de la pertinence de ce qui est proposé par mes collègues, mais honnêtement, au regard des chiffres qui vous sont donnés, on n'a pas franchement été... On est dans la continuité des actions que nous menons depuis le début. En effet, sur les déchets, on voit bien qu'on a un budget conséquent, mais on a pris l'engagement on a tous pris l'engagement devant la population, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à la taxe sur l'ensemble du territoire. On a pris l'engagement en 2026 de revenir sur une redevance incitative. Ça, en effet, implique des investissements très lourds. La communication, on l'a vu, a fortement augmenté, mais c'est important dès à présent, dès le milieu de l'année, de commencer à communiquer, expliquer ce qu'est la redevance incitative. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par cette période transitoire qui va évidemment perturber un peu les ménages aussi sur certains territoires, d'autres plus ou moins. Donc voilà, nos investissements, ils sont vraiment liés à notre développement, mais en effet, nous ne sommes pas allés chercher de nouveaux projets qui seraient hors sol. On est vraiment resté sur nos compétences, nos missions au plus près des communes, au plus près de la population. Voilà, donc on le savait déjà que ce volet déchets allait être un volet lourd. Les PAV, c'est important aussi, principalement sur les résidences secondaires où il y a une urgence avec un fonctionnement un peu différent. Voilà, donc en effet, c'est un programme mais ambitieux, mais qui colle réellement au développement de notre territoire. Est-ce qu'il y a des observations, des questions Oui, Pierre, vas-y. Je crois que ce qui vient d'être dit, c'est la réalité. La seule chose que je pourrais ajouter, c'est que si on fait ça, c'est parce qu'on a l'ambition de passer sur un autre équilibre de financement de ce service où on a beaucoup d'économies à faire parce qu'actuellement, c'est vrai, on n'est pas les mieux situés dans les résultats départementaux. Il y a des économies à faire en termes de volume, de réduction des déchets et de valorisation. Voilà. Et les outils que l'on prévoit de mettre en place doivent contribuer à cela. C'est vrai que c'est une nouvelle ère dans laquelle on rentre en termes de déchets, et on va évoluer sans doute dans d'autres manières d'en parler, de concevoir ça, mais je ne voudrais pas qu'on reste sur une idée, on investit très lourd sans retour. L'enjeu, c'est en effet de trouver un nouvel équilibre et que les investissements d'aujourd'hui permettent un meilleur équilibre et une contribution auprès des usagers qui ne soit pas en augmentation. On ne va pas promettre aux usagers une réduction des coûts, mais une stabilisation. Voilà. Et on se donne les moyens pour ça. Voilà. Merci à vous. Voilà. Après, on prend aussi d'autres engagements. Au niveau de l'économie, on a des engagements forts, mais c'est une nécessité pour aussi accueillir de nouvelles entreprises. On a un gros travail avec Bruno qui a été engagé. Aujourd'hui, le développement du territoire, il passe aussi par l'arrivée d'entreprises qui nous permettent d'accueillir aussi des populations. Et des populations, ce sont nos écoles, ce sont des associations, c'est la vie au quotidien. Donc aussi un volet conséquent. David me rappelait qu'on a aussi sur le volet des énergies renouvelables, en effet, où aussi on a un champ et un enjeu très fort sur notre territoire. Mais derrière un investissement, c'est aussi un nouveau mode d'énergie, de consommation d'énergie qui se met en place, avec un retour aussi. Donc voilà, c'est les actions qui sont mises en place, comme tu le dis Pierre, tu as raison, c'est avec derrière un retour pour nos territoires, pour la population. Les effets, ce n'est pas demain, mais on sait très bien qu'il faut s'engager aujourd'hui sur des politiques dynamiques d'attractivité, de réduction de l'énergie, d'une meilleure gestion des déchets. Ça fait partie de nos responsabilités aujourd'hui en termes d'élus. Merci, Présidente. Je poursuis sur les budgets annexes, je vais être beaucoup plus concis. On maintiendrait encore pour quelques temps le budget ordures ménagères, tout simplement parce qu'on a encore des créances admises en non-valeur. Donc vous le voyez, c'est un budget sur lequel il y aura peu de choses, mais malgré tout, on le maintient pour le moment tant que tout n'est pas épuré.
Sur le budget atelier relais et pépinière, simplement, donc on a quelques travaux à faire. Donc là, on vous proposera d'inscrire 80 000 euros pour des travaux, et puis aussi pour la finalisation de la construction de l'atelier relais situé sur le Vendéopole. Sur le ZAE, donc zone d'activité économique, donc celui-ci, on va mettre des crédits pour des études, également pour champ Marotte, puisque vous le savez, ça avance bien. Donc là, il y a des travaux qui vont se terminer normalement dans le cours de l'année, si tout va bien. Donc là, c'est 750 000 euros. Et en face, on a pour l'instant plusieurs projets de cession. Donc nous, on est resté vraiment sur ce qui est en cours, parce que je souhaite qu'il y ait d'autres ventes qui se fassent. Mais en tout cas, nous, on a provisionné 525 000 euros de cession. Ça, c'est ce qu'on sait à date. Bien sûr, s'il peut y en avoir d'autres, on le prendra. Puis on a aussi des fonds de concours qui représentent un petit peu plus de 160 000 euros qu'on va inscrire également. Pour le Vendéopole, donc là, vous le savez, il y a des inscriptions importantes à faire, un peu plus de 2,6 millions. C'est des choses qu'on avait déjà évoquées, notamment pour le renforcement électrique. On a dit 2 mots, mais c'est 850 000 euros à faire encore pour cette année. Il y avait déjà eu une somme quasi équivalente l'an dernier. Ce qui peut faire tousser un petit peu, mais c'est comme ça, c'est les fouilles archéologiques. Donc là, il faut inscrire 1,5 million. Donc ça surprend. Ça nous surprend tous, mais c'est comme ça. Surtout qu'on ne trouve rien, mais en tout cas, nous on perd beaucoup. Mais c'est de la folie. Bon, après, voilà, des travaux d'aménagement d'atelier relais, puis un dévoiement aussi de réseau d'eau. Et là, c'est un peu plus de 200 000 euros aussi qu'on va inscrire. On aura malgré tout de la recette, parce qu'on a normalement des ventes qui devraient représenter, donc là c'est pareil, c'est sur ce qu'on sait à date, un petit peu plus de 2,5 millions de recettes liées à des ventes. Mais on peut continuer, bien sûr. Et puis aussi la DETR à hauteur de 300 000 euros. Donc je sais qu'il y a déjà des choses, on en parlera dans quelques minutes, des choses qui arrivent, qui vont normalement nous permettre de continuer à percevoir de la recette sur ce budget qui est devenu dynamique. Et puis enfin sur le budget qui est un budget nouveau, c'est le SPIC assainissement. On a regroupé en fait l'assainissement non collectif et le service STEP, station d'épuration. Et donc là, du coup, on va inscrire 511 000 au titre des dépenses. On vous le ventile, les charges à caractère général pour 208 000, les frais de personnel pour 240 000, avec des frais financiers. Et puis pour les recettes, eh bien, il y aura les redevances assainissement pour un petit peu moins de 400 000 euros, et puis l'assainissement collectif pour 150 000 euros. Il y aura aussi des investissements pour l'achat de véhicules, des remboursements d'emprunts, et puis des recettes pour du FCTVA, et puis voilà, je ne ferai pas plus long parce qu'on ira un peu plus dans le détail dans quelques semaines, donc sur ce budget là. Il me reste à évoquer la dette. On a un encours de dette au 1er janvier 2023 qui est d'un petit peu moins de 37 millions. Je vous rappelle qu'au moment de la fusion, au 1er janvier 2017, nous étions à 52 millions d'euros. Donc on continue malgré tout, jusqu'à présent on continue en tout cas à se désendetter. On a une encours de dette qui est plutôt simple puisqu'on est sur la charte Gisler donc en 1, donc c'est plutôt très bon. On n'a pas d'emprunt douteux, d'emprunt toxique, tout ça c'est terminé. Donc on a un encours de dette qui est plutôt simple. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur l'encours de la dette? Donc comme évoqué, ce sera 1,6 million d'euros supplémentaires qu'on propose de souscrire, qu'on a déjà souscrit, mais qu'on propose de débloquer sur cette année, sachant que notre remboursement capital sur une année, c'est à peu près 1,6 million, 1,7 million. Donc grosso modo, un encours de dette qui devrait être maintenu. Et c'est l'objectif. L'idée, c'est de ne pas augmenter l'encours de la dette si possible, soit en jouant sur les reports, soit en faisant glisser certains investissements. En tout cas, c'est ma volonté. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des observations? J'ai essayé d'être concis, de ne pas endormir tout le monde, même si je sais que c'est pas forcément facile sur ces sujets-là. Pas de questions, pas de remarques? Ce qui nous est proposé, c'est non pas de voter, mais c'est simplement de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2023, de dire que la présente délibération et son annexe seront transmises donc, au préfet de la Vendée ainsi qu'au maire des communes, et puis enfin d'autoriser Madame la Présidente à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? 2 abstentions. 3, pardon, vous avez pouvoir, autant pour moi. Ah, pardon, je ne vois pas vu la 4e. Allez là, toi.
Oui, ok. Très bien. Je suis d'accord sur la finalité du DOB, je n'étais pas d'accord sur le prélèvement des 2% du bâti. J'ai estimé, je l'ai dit au bureau, et j'estime qu'on aurait pu faire peut-être autrement. C'est-à-dire que aussi, un petit peu moins le bâti, un peu, et oui, je sais, tu m'as expliqué que c'était, sinon ça augmentait de 7%, 8%, je ne sais plus. Mais je pense quand même que le bâti, je précise pourquoi j'ai pris cette position, c'est pas contre quoi que ce soit, je le répète, je suis d'accord sur la finalité des choses. Mais moi je pense que quand même, nous avons cette année l'État qui nous a augmenté les bases de 7,1%. Pour ce qui est dans les communes, il n'y a pas besoin d'augmenter les impôts, puisque déjà, rien que l'augmentation... Non, mais moi, dans ma commune, on ne le fera pas. Pourquoi qu'on ne le fera pas? Parce que l'État, j'ai calculé, rien que pour moi, c'est 28 € de plus pour la commune. 28 €, oui. Mais de ce que je paye, en plus de ce que je payais. Hein. Sinon, je te donne ma facture, tu la paieras. D'une part. Deuxièmement, on a cette année, dans nos feuilles d'impôt, on va voir arriver la taxe. Donc c'est pour certains, quand on va faire les bases multipliées par 14,47, eh bien, quand vous allez voir, ça va faire une sacrée différence, malgré qu'on nous ait enlevé l'impôt de télé. Donc moi, je considère que, dans un premier temps, oui, on est les seuls à ne pas avoir prélevé l'impôt sur le bâti, et ça, c'est... Oui, ça va coûter cher en énergie, il faut donc retrouver des recettes, il n'y a aucun souci, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense que sur la finalité, on aurait pu essayer de trouver une autre solution que de taxer 2% de bâti. Le non-bâti n'est pas tout bougé, c'est 1,96 le non-bâti. Pardon 1,93. Oh là, merci monsieur. On voit que c'est un comptable. Hein. Ouais. Non, je blague. Donc j'ai regardé un petit peu ce qui se passait autour, c'est bien plus pour certains. Alors ce qui ne veut pas dire qu'il faut le faire, hein. Mais je pense quand même qu'on aurait pu essayer de trouver et la CFE, on aurait pu l'augmenter peut-être un peu plus de manière à récupérer notre 1 300 000 qu'on va récupérer avec nos 2% sur le bâti. Voilà. Mais ceci dit, je ne suis pas contre les orientations qui ont été données, sauf la façon dont on prélève les 1 300 000 €. Merci René. Du coup, délibération suivante. Ah pardon, oui. Juste reprendre la parole pas longtemps. D'abord pour remercier très sincèrement les services qui œuvrent au quotidien pour construire ce document. Vous avez vu, un document précis, tellement précis qu'il a intéressé un autre public. Et je voulais juste revenir, je suis désolée, je fais peut-être un petit pavé dans la mare, mais je vais tout de même le faire, parce que j'ai été appelée la semaine dernière, ou il y a 10 jours, par le sans-culotte, on le connaît tous, hein, voilà, et qui me demandait des explications sur notre DOB. Et je lui réponds gentiment qu'il n'était pas débattu, que nous n'avions pas échangé, donc je ne pouvais pas amener d'informations sur le DOB. Et elle me répond, écoutez, c'est pas un souci, je vais vous lire, si vous voulez, les points qui m'interpellent. Je lui dis, madame, c'est juste pas possible. Elle me dit, si, je l'ai sous les yeux. Alors, oui, elle l'avait il y a 10 jours, elle l'avait avant vous. Alors, je suis navrée, mais c'est comme ça. On ne l'a pas présenté dans beaucoup d'endroits, hein, mais elle avait le DOB avant vous. Alors, juste un petit rappel, je me permets. On a quand même des obligations sur les documents qui nous sont communiqués. Et cela à 3 niveaux. D'abord par la CADA, qui dit que les documents préparatoires ne sont pas communicables à un tiers. Ensuite, par le Code des relations entre public et administration, qui dit que le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Et puis, de par notre propre règlement, qui nous dit que les membres des commissions doivent prendre toute mesure permettant de préserver la confidentialité des dossiers débattus en commission. Voilà, désolée d'avoir fait ce petit rappel, mais il est nécessaire parce que, pour un peu, je me permets de vous le dire, le sans-culotte, pour un peu qu'il soit sorti cette semaine, là, eh bien, vous auriez eu les informations concernant notre DOB avant même de l'avoir eu entre les mains ou d'avoir pu le consulter. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir. Je n'en ai pas terminé pour la suite, mais ça, c'est un autre débat. Et je repasse la parole à Nicolas. Merci Présidente pour cette remarque nécessaire.
Sur le point numéro 2, donc ça concerne la M57. Vous le savez, depuis le 1er janvier 2023, nous sommes, comme certaines de vos communes sans doute, passés à la M57. Pour les autres, de toute façon, ce sera à partir de l'année prochaine, quoi qu'il arrive. Et donc, il nous faut à la fois valider, comment dirais-je, mettre en œuvre, je vais y arriver, un règlement budgétaire et financier, et puis également voir sur nos amortissements. Alors sur les amortissements, je vais être rapide. Le règlement budgétaire et financier, c'est pareil, si vous avez des questions, c'est le même que celui qui existait auparavant, donc je ne vais pas aller plus dans le détail, sauf si vous avez des questions, auquel cas j'y répondrai avec plaisir. Sur les amortissements, c'est pareil, on est exactement sur ce qu'on proposait auparavant. En revanche, ce qui est important, si je ne dis pas de bêtises, j'ai perdu mes feuilles, elles sont là, je vais y arriver. Ce qui est important, en revanche, c'est juste de vous rappeler que, et c'est une petite nouveauté pour nous, c'est qu'on est sur des amortissements qui seront au prorata temporis. Alors, quand on achetait des équipements auparavant, on avait tendance à les amortir l'année suivante. Et là, c'est un peu plus complexe. Alors, c'est certainement très complexe. Je vois les communes qui font, oui, pour ceux qui connaissent, c'est compliqué. Alors, à l'échelle d'une collectivité comme la nôtre, enfin d'un EPCI comme le nôtre, pardon, c'est presque une usine à gaz. Je regarde les services, là, je regardais le film, mais en tout cas, c'est très complexe. Enfin, on va le faire, mais c'est loin d'être facile. Et donc, c'est ce qui va principalement nous changer pour l'année à venir. Et puis ensuite, on vous propose, en fait, parce qu'il y a des biens qu'on amortirait assez rapidement, en fait, sur l'année. Et c'est tous les biens donc, pour lesquels on est à 1 000 € hors taxe pour les services assujettis à la TVA et 1 000 € TTC pour les autres. Donc voilà, c'est ce qu'on considère des biens à faible valeur, mais si on doit s'embêter sur ces biens-là à faire des amortissements pro rata temporis pour ces montants-là, sincèrement, je pense que certains s'arracheront les cheveux. Voilà. Des questions par rapport à ça, c'est technique lié à le passage à M57, hein, tout simplement. Pas de questions? Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Et puis ensuite, donc là, on est dans le cadre d'ouverture de crédit anticipé pour l'investissement concernant 2 budgets, à la fois le budget principal et le 703, vous le savez. Peut-être que certains d'entre vous le font là aussi dans les communes. On peut ouvrir des crédits en investissement dans la limite de 25% des crédits consommés l'année antérieure. Là, on est beaucoup plus mesuré dans ce qu'on vous propose de faire, puisqu'on vous dit qu'on pourrait, sur le 703, aller jusqu'à 34 000 €. Nous, ce qu'on vous propose d'ouvrir en crédit, en anticipation de crédit, c'est 8 100 €. Et sur le budget principal, on pourrait monter jusqu'à 513 497. Mais ce qu'on vous propose, non, c'est par rapport aux besoins, hein, parce que c'est des choses qui vont arriver là, donc il nous faut que les crédits soient ouverts. C'est 143 572. Le reste attendra, bien sûr, les votes des budgets. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Pas de questions? Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Je vous remercie. Merci Nicolas pour ces présentations et je passe la parole à Dominique Bonin. Ça fonctionne, oui, ça y est, merci. Oui, on fixe les tarifs de services communs pour les droits du sol. Tout à l'heure, Nicolas l'a dit donc, dans le cadre du DOB. Effectivement, on est donc sur un lissage, vous savez, on l'avait voté déjà depuis 2021. De 2021 à 2000, je crois que c'est à 2026, je crois, il me semble. Donc on a ce lissage donc tous les ans, hein, des actes qui sont émis par le service, qui sont donc proposés. Aujourd'hui, la participation des communes donc est de 57%. Elle devrait atteindre au terme, donc dans les 2 années qui viennent, 70% après. Donc comme on l'avait voté, c'était en 2021, on vous propose cette année donc d'augmenter les différents actes d'urbanisme. Donc le certificat d'urbanisme passe de 36 à 44 €, permis de démolir de 73 à 89, une DP donc de 64 à 78, un PC de 91 à 111, un permis d'aménager de 109 à 133, permis d'aménager simple de 64 à 75, le permis de construire de 64 à 75, le permis d'aménager de 64 à 75. Puis on vous demande donc d'adopter les tarifs. Maintenant, est-ce que vous avez des questions particulières, sachant qu'on l'avait validé déjà l'année dernière, enfin il y a 2 ans en arrière? Avez-vous des questions à ce sujet? C'est pour permettre bien évidemment d'équilibrer le budget, sachant que le reste à charge est pris par la communauté de communes. Ça équivaut, je crois, à 198 000 €, il me semble. Je crois. C'est ça à peu près.
recettes pour... Ouais. Dans les annexes, je crois que vous deviez avoir donc par commune les tarifications pour l'année 2022. Avez-vous des questions, des objections à ce sujet? Non. On va le soumettre à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Dominique. Alors, je vais reprendre la main sur la délibération suivante puisque Madame Barrault est excusée. Ça concerne donc les tarifs des maisons de l'enfance intercommunales. Donc ces tarifs, ils sont déterminés par la Caisse nationale d'allocation familiale, la CNAF. Et donc vous aviez le descriptif. Il n'y a pas de changement, de modification en tant que telle. On respecte toujours ces tarifs-là. Après, il y a quelques modifications au niveau déterminées par nous, par le gestionnaire. Alors du coup, pour les revenus entre le plancher et le plafond, vous voyez qu'il sera fait application du barème de la CNAF. Vous aviez le taux d'effort qui est noté. Pour les revenus inférieurs au plancher de ressources, vous avez aussi les tarifs. Et ce plancher de ressources est à retenir pour le calcul des participations familles dans 3 cas. Les familles ayant des ressources nulles ou inférieures à ce montant plancher, les enfants placés en famille d'accueil au titre de l'aide sociale à l'enfance, et puis les personnes non allocataires ne disposant ni d'avis d'imposition ni de fiche de salaire. Ensuite, vous avez donc le barème pour les revenus supérieurs au plafond de ressources. Vous avez aussi donc la précision dans le cadre d'un enfant en situation de handicap qui bénéficie de l'allocation de l'enfant handicapé. Ensuite, vous avez le barème qui est déterminé par le gestionnaire. Donc 3 points. Sur l'accueil régulier et occasionnel, donc toute demi-heure commencée sera facturée au tarif horaire appliqué à la famille avec une tolérance de 10 minutes. Pour l'accueil des enfants résidant hors du secteur géographique de la communauté de communes et dont aucun des parents ne travaille sur le territoire, une majoration de 15% est appliquée au tarif horaire de la famille. Et puis le 3e volet concerne les retards à la fermeture. Après 19h, heure de fermeture des structures, le retard sera facturé 15 € de l'heure, quel que soit le type d'accueil, et toute heure commencée sera due. C'est un petit peu logique. Et donc, je vous propose de fixer les tarifs des maisons de l'enfance intercommunales tels qu'elles étaient détaillées ci-dessus et de dire que ces tarifs sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Y a-t-il des questions? Non? Très bien. Je vous remercie. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Merci. Le point suivant, on va sur la commande publique avec le marché de conception, impression, distribution du magazine communautaire et prestations photographiques associées. Vous le savez, on édite un magazine communautaire 2 fois par an et ce depuis 2019. Donc il fallait relancer le marché avec 4 lots. Le premier qui est la conception du magazine, le second l'impression du magazine, le 3e la distribution et le lot 4 les prestations photographiques. Ce marché est conclu pour une durée de 4 ans ferme à compter de sa date de notification. Vous aviez aussi les montants maximum par lot sur la durée du marché. Donc on a eu 12 candidats qui ont déposé une offre. 4 pour le lot 1, 6 pour le lot 2, 2 pour le lot 3 et 3 offres pour le lot 4. Donc, évidemment, les offres ont été analysées et puis la CAO réunit pour vous proposer les attributions de ce soir. Et donc, je vous propose d'attribuer le lot 1 à l'entreprise à la Canop de Nantes pour un montant au devis estimatif non contractuel de 5 700 € hors taxe pour la conception d'un numéro du magazine communautaire, d'attribuer le lot numéro 2 à l'entreprise Belz de La Roche-sur-Yon pour un montant au devis estimatif non contractuel de 5 056,74 € pour l'impression d'un numéro du magazine communautaire, d'attribuer le lot 3 au groupement d'entreprises La Poste et Mediapost de Paris pour un montant au devis estimatif non contractuel de 5 698,85 € pour la distribution d'un numéro du magazine communautaire. Par contre, sur le lot 4, il vous est proposé de le déclarer sans suite pour cause d'infructuosité et de relancer donc une procédure avec négociation. En mémoire, le lot 4, c'était les prestations photos.
et puis de m'autoriser à signer toutes les pièces inhérentes au marché avec les soumissionnaires retenus et d'attester que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget. Y a-t-il des questions? Non, dans ces cas-là, je me vois. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Je continue sur la commande publique avec la et souscription de contrats d'assurance. Et ça concerne l'assurance des dommages aux biens et risques annexes. Ça concerne nos entreprises. Il vous est rappelé qu'il y a un marché qui avait été conclu avec une prime annuelle de 39 445,12 € pour une durée fixée à 60 mois. Mais à ce présent marché, il convient d'ajouter des bâtiments supplémentaires qui n'avaient pas été pris par les assurances, tout simplement, lors du premier marché. Donc vous avez 5 bâtiments qui sont à rajouter, avec un atelier relais sur les Manille-Régnier, un bâtiment industriel sur le Vendéopole, on en a 1, 2, 3, 4. Les 4 autres sont sur le Vendéopole. Et tout ça nous amène évidemment une incidence financière d'un montant de 16 184,78 € qui porte le marché total, enfin la prime annuelle, à 56 629,90 €. Je vous propose donc d'approuver l'avenant numéro 1 concernant le lot 1, dommages aux biens et risques annexes relatifs au marché de souscription des contrats d'assurance de la communauté de communes, m'autoriser à signer le dit avenant au marché toutes les pièces qui sont inhérentes et puis d'inscrire les dépenses correspondantes au budget de l'exercice concerné. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. C'est adopté et je passe la parole à Bruno. D'une convention constitutive d'un groupement de commandes pour un référentiel topographique à très grande échelle, ce qu'on appelle le RTGE. Voilà, donc, comme vous savez, l'association Géovendée a pour but de promouvoir la mise en œuvre et l'usage des systèmes d'information géographique, de produire des référentiels cartographiques, de diffuser les données cartographiques et d'animer le réseau départemental. Comme vous le savez aussi, la cartographie, selon l'article 7 du 15 février 2012 de la réforme anti-endommagement des réseaux, établi et mis à jour par le Conseil national d'information géographique, nous rend obligatoire d'avoir ces plans pour protéger, en fait, quand on fait des constructions, de ne pas endommager les réseaux. Depuis 2015, Géovendée se charge de rassembler tous les éléments nécessaires à la définition d'un projet partenarial. Il concerne en tout premier lieu les gestionnaires de réseau, comme je le disais, et cet outil reste de la responsabilité des collectivités. C'est pourquoi, afin d'emmener un maximum de partenaires dans ce projet, Géovendée travaille pour cette cartographie à grande échelle, avec un usage avec le plus grand nombre de partenaires. On doit aujourd'hui faire la 4e tranche à mettre en œuvre donc sur notre territoire, mais ça concerne aussi des voisins, Océan Marais de Mont, Vendée Sèvres-Autis, Pays Châtaigneraie, Pays de Saint-Fulgent, les Essarts, Pays de Chantonnay et la commune de l'Île-Dieu. Voilà, donc on veut, comme je vous le disais, faire un groupement de commandes, tous ensemble, de manière à réduire les coûts, ça vous l'avez bien compris. L'association Géovendée est désignée pour coordonner ce groupement. Chaque membre adhère au groupement de commandes en adoptant la présente convention qui est dans le document. Les membres s'engagent contractuellement les uns envers les autres par la signature de cette convention. Pour information, enfin c'est important, la quote-part de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral s'élève à 60 920 € TTC. Une procédure de marché public sera passée conformément aux dispositions en vigueur et donc il y aura un appel d'offres. La commission d'appel d'offres, CAO, compétente dans le cadre de ce groupement de commandes, doit être déterminée. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est d'approuver la convention constitutive de groupement de commandes pour la passation du marché de prestations de services ayant pour objet la constitution du référentiel topographique de très grande échelle, RTGE.
d'autoriser Madame la Présidente à signer la convention constitutive de commande, d'élire parmi les membres titulaires de la commission d'appel d'offres le membre qui sera le représentant ainsi que son suppléant. Voilà, y a-t-il des questions? Non. Non, par contre, il faudrait peut-être désigner. Et on vote, puis après on désigne, je crois. Oui, Ouais, de toute façon, il faut désigner, oui. Désigner, oui, alors désignons. Décision. Merci. Quelqu'un qui va te la Alors, en fait, il faut que ce soit des membres de la CAO. C'est déjà, il faut une personne en titulaire qui fasse partie de la commission d'appel d'offres. D'accord. Alors, nous avons, tout le monde sait ceux qui font partie de la commission d'appel d'offres. Qui se dénonce? Patrice Gendronneau, Éric Sautrou, Nicolas Vanier, Pierre Carreil, René Froment, Guy Barbeau, Dominique Bonin, David Pelletier et puis Lisiane Moreau. Alors, il faut quelqu'un pour être membre titulaire du groupement. C'est pas tous la tête. Mais c'est pas tous la tête en même temps, parce que autrement, je suis obligée de lâcher mon crayon et ça le fait pas. C'est pas très. Non, mais je sais pas, moi. J'ai l'habitude de dire, ça prend pas beaucoup de temps. Ça, on l'a déjà fait. Qui est-ce qui... Non, je sais pas moi. si, attendez, si, je vais savoir tout de suite. J'étais en train de rechercher. J'ai des noms là. Hein. J'étais en train de chercher Lisiane des yeux, mais je la vois pas. Elle est pas là. Ah bah voilà. D'accord. Les absents regardent toujours tort. Non, vous avez vu que c'était sincère. Je cherchais vraiment où elle était. Hein, donc. Non, c'est tombé. Moi aussi, personne. Bon alors, Nicolas suppléant, tu peux être suppléant autrement. Bon, c'est pas grave, il y aura qu'une fois. Donc, Ouais, donc Nicolas en titulaire et puis On va Lisiane passer à la en soirée. suppléant. Ouais. Voilà. Ok, parfait, merci beaucoup. Et donc on procède aux ventes. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non. Merci. On a déjà eu. Non, mais c'est une désignation, pas de souci. Ok, là tu peux faire. Je voter. peux continuer? Oui, tu peux continuer. C'est bon. Donc la suite, c'est une suite évidente, c'est l'approbation de la convention d'indivision de ce que l'on vient de signer, donc pour le RTGE. Donc je ne vais pas recommencer l'histoire de Vendéo, vous avez compris. L'idée, c'est de conclure des conventions d'indivision pour définir les droits et les obligations en tant que propriétaire de chacun qui participent au RTGE. Le PCRS sera une copropriété en indivision de l'ensemble des signataires du groupement de commandes pour une durée de 5 ans. À l'issue des 5 ans, la quote-part de chaque membre sera cédée gracieusement à Géo-Vendée. Je vous rappelle que c'est Géo-Vendée en fait qui gère tout, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et le fonds de plan doit être mis à jour régulièrement pour conserver sa valeur et sa fiabilité. Donc c'est normal que ça soit Géo-Vendée. Le montant global des frais de gestion pour la communauté de communes Vendée Littoral est de 4 406 € pour les 5 ans de la convention que l'on vient d'approuver. Donc ici, il est demandé d'approuver la convention d'indivision à conclure avec Géo-Vendée, le CIDEF, Vendéo, Enedis, GRDF, Vendée Numérique et les communes que j'ai citées et bien sûr nous, d'autoriser Madame la Présidente à conclure et signer la dite convention d'indivision et d'approuver le fait que la gérance d'indivision soit confiée à Géo-Vendée. Quelqu'un a-t-il des questions? Non. On va procéder au vote. Quelqu'un est-il contre? Non. Abstention? Non. Merci. Bruno, nous allons passer donc à la délibération suivante. Et là, je vais demander à Judicaël de quitter la salle. Alors, oui, la délibération suivante, ça concerne sollicitation pour une adhésion au syndicat mixte Union des Marais de la Charente-Maritime. Et Judicaël, en effet, est partie prenante. Donc voilà, il est donc absent à ce moment-là. Alors, je vais essayer de vous en parler très succinctement. Et j'ai mes deux collègues à côté, que ce soit Jam ou Laurent, qui pourront compléter plus aisément que moi. Juste, moi, pour vous rappeler que, vous le savez, notre territoire est confronté à la gestion de plusieurs risques, dont le recul du trait de côte, la submersion marine et l'inondation fluviale.
L'appréhension de ces différents phénomènes doit se traduire dans la politique d'aménagement du territoire et notamment dans la démarche que nous venons d'engager avec notre PLUI et le futur plan intercommunal de sauvegarde. Et donc, il est important que la communauté de communes se dote d'outils, particulièrement des modélisations dynamiques pour voir les effets, se projeter sur les effets des différents phénomènes et donc leurs conséquences. Le syndicat mixte ouvert de l'Union des marais de la Charente-Maritime, donc l'UNIMA, a développé cet outil pour ses adhérents. C'est un outil d'aide à l'adhésion, à la surveillance des surcôtes et des submersions marines. Voilà. Il permet de préciser l'aléa à l'échelle locale avec des modélisations haute performance. Alors peut-être que vous voulez compléter l'un ou l'autre sur ce travail-là. Et il nous semblait pertinent, on sait très bien qu'on a un territoire à risque, un territoire à enjeu, qu'on engage notre PLUI. Enfin, voilà, forcément des aléas qui peuvent nous arriver brutalement. Il nous semblait intéressant et très important d'avoir cet outil pour anticiper ce qui peut se passer sur notre territoire de demain. D'où la proposition de rejoindre l'UNIMA. Pas de complément, messieurs, sauf s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions plus précises? Oui, vas-y, Jeanne. Oui, non, tu as tout dit. Hein. Je laisserai la parole à Laurent pour ces éléments plus spécifiques à ton territoire, que tu connais bien. On a besoin de toutes les bonnes volontés, de toutes les études possibles, de toutes les compétences possibles pour aller vite, pour déterminer, donc, en relation avec l'urbanisme, avec le SCOT et le PLUI, hein, toutes les aléas qui peuvent arriver. Donc, je pense que c'est important hein, de profiter des compétences existantes. Je te laisse la parole, Laurent, sur ce point-là. Voilà. En fait, on a découvert à travers une présentation de l'UNIMA des outils, on va dire 3.0. Ce sont des ordinateurs qui tournent très vite et qui sont capables aujourd'hui de permettre à une application d'envisager une tempête. La réalité d'une tempête existante déclarée par Météo France, c'est 4 jours, un quart avant l'impact sur nos côtes et aussi sur notre territoire, parce que ça ne concerne pas seulement le littoral, c'est aussi une capacité de voir ce qui va se passer sur le rétro-littoral, peut nous aider dans la mise en œuvre de nos plans communaux de sauvegarde. Et vous savez que depuis cette année, la loi Matras impose à l'ensemble des élus et des maires que vous êtes ou des élus en responsabilité que vous êtes, d'exercer au moins une fois par an le plan communal de sauvegarde. Alors aujourd'hui, on le sait, enfin moi en tout le cas, je le vois, il y a très peu de plans communaux de sauvegarde qui sont usités, qui sont pratiqués. Et des fois, parfois, ce sont simplement 25, 35 ou 85 pages qui sont posées sur un placard. Et il sera bien trop tard de l'ouvrir le jour où il faudra le mettre en œuvre, si jamais il fallait le mettre en œuvre. Et donc, on a, pour permettre justement de décider de mettre en sauvegarde la population, nos populations et les biens de notre population, on a besoin d'outils qui nous diront où exactement agir en fonction des planifications. Et vous savez qu'au-delà du plan communal de sauvegarde que vous avez, il y a aussi le plan intercommunal de sauvegarde qui concerne toute la communauté de communes, puisque quand une tempête arrive, elle n'impacte pas forcément une seule commune, c'est peut-être 2 ou 3 communes, voire plus. Il faut savoir quelles sont nos capacités d'action avant, pendant la crise, et mettre en œuvre les outils de la résilience après la crise. Et ça, il faudra avoir des outils. Et cet outil, et l'UNIMA a un outil qui nous permet justement, en l'utilisant, de contribuer à la préservation de la vie, vraisemblablement, en cas de catastrophe. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions ? Non, dans ces cas-là, je vous propose... Alors, il y a une petite modification par rapport au libéré que vous avez. On avait fait un petit oubli. Donc, je vais vous le lire. Donc, il vous est proposé de valider le principe de l'adhésion au syndicat mixte de l'Union des marais de la Charente-Maritime, donc l'UNIMA, conformément au statut annexé à la présente délibération, de demander aux conseils municipaux des communes membres, conformément aux modalités prévues par l'article L5214 du CGCT, de se prononcer sur le principe d'adhésion de la communauté de communes au syndicat mixte de l'Union des marais de la Charente-Maritime, donc l'UNIMA, et de m'autoriser à signer tout document permettant l'application de la présente délibération. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie et on va pouvoir appeler Judy Kael.
Eh bien, je passe la parole à Jam. Merci. On va peut-être attendre qu'ils reviennent. Hein? On va attendre qu'ils reviennent. On va attendre qu'ils viennent. Bon, il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait d'élection. Alors, je vous propose, soit elles sont rapides, soit elles ne sont pas. Hein, je te laisse la main. Alors, Hein, je pense qu'on pourra décider de le faire d'une manière un peu plus rapide. Hein, je vais vous expliquer. Donc c'est des élections qui ont lieu tous les 6 ans. Hein, ce n'est pas des désignations, hein, c'est bien des élections. Hein, et qui durent la durée du mandat. Alors, il ne reste plus que 3. Hein, je vous signale hein, quand même. Donc, c'est des élections à la commission locale de l'eau, qui s'appelle une clé, du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, un SAGE, du bassin du lait. Donc donc il y a plusieurs membres, on doit être un peu plus d'une trentaine, hein, au moins sur le SAGE du lait, j'ai l'habitude de dire que c'est un lieu de parole où l'ensemble des élus majoritaires, hein, d'ailleurs, hein, où il y a des usagers, hein, et où il y a des majoritaires dans sa composition, pas toujours dans sa présence. Et je redis que c'est un peu ennuyeux que les élus sont souvent absents de ces commissions-là, parce que c'est un rôle très important. C'est là que l'on oriente les politiques gestion locale de l'eau sur le territoire, déclinées par des politiques nationales et européennes, hein, voire de bassin, comme les fameux schémas directeurs d'aménagement et gestion des eaux. Et donc, on touche tout ce qui est gestion des milieux aquatiques, mais aussi des préventions des inondations. Donc tous les dossiers sont traités dans cette instance-là. Donc il y a 3 membres qui sont élus de notre part, hein, donc, qui étaient élus, donc M. David Marcheguet, Mme Françoise Baudry et moi-même. Donc il convient de passer à des élections donc, d'élire 3 membres. Donc, Madame la Présidente, je vous donne la main pour pouvoir peut-être procéder à cette élection d'une manière peut-être plus rapide. Écoutez, je vais vous demander, est-ce que quelqu'un s'oppose à un vote à main levée? Voilà. J'ai fait bien. plus rapide. Donc du coup, je me permets de vous proposer, alors est-ce qu'il y a des candidats déjà? Mais il y en a. Mais il y en a, mais qui sont ceux qui étaient, si je peux me permettre, ceux qui étaient sur le présidente clé, avec Françoise Baudry, David Marcheguet, et moi, je ne suis plus d'accord. Donc je me retire de cette candidature. Ouais. Alors, ce n'est pas pour ne plus siéger, c'est pour être représenté d'autres instances. D'accord, donc il je faut laisse une quelqu'un place qui te et nous remplace. avons un candidat, je pense. Oui. Voilà, vas-y. Oui, moi je suis candidat à la présidente. D'accord. Donc, en candidat, nous aurions Françoise Baudry, David Marcheguet et Laurent Huget. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Non. Dans ces cas-là, je vais mettre aux voix. Y a-t-il des abstentions? Des voix contre? Je vais dans l'autre sens. Non? Très bien. Je vous remercie. Ben voilà. Oui, vas-y, Jam, je t'en prie. Attends, c'est que s'il y a vraiment des volontaires qui vont être présents, c'est 3 ou 4 réunions par an, hein, puis qu'il y a des possibilités de représenter l'association des maires, parce qu'on a quelques défections à l'association des maires. On a d'autres personnes ici présentes qui sont désignées sous d'autres instances, comme Madame la Présidente pour représentant donc, le conseil départemental, hein, Philippe Barré représentant le conseil régional, il y en a d'autres. Donc je suis preneur de personnes qui souhaitent représenter l'association des maires, parce qu'on a quelques défections. Merci, Jam. Et nous allons poursuivre sur le volet économique. À toi, Bruno. Oui. Donc, la première, c'est une parcelle qui est à Mareuil, pardon. C'est la société Mandin Construction qui, malheureusement, n'a pas l'expansion qu'elle pensait avoir. On lui avait proposé un terrain qu'on avait voté ici, et en fait, ils reviennent dessus. Donc, l'acquéreur ne souhaite plus acheter cette parcelle. Ceci dit, c'est juste, il déménageait avec un espoir d'expansion, et finalement, comme il voit la situation un peu compliquée, il a décidé de ne pas le faire. Donc, en fait, c'est une abrogation d'une décision qu'on avait prise en juillet de 22, pardon. 21 juillet 22. Voilà. Quelqu'un a-t-il des questions?
Non. Donc on va procéder au vote. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non. Merci. Maintenant, plus positif, c'est des ventes d'une emprise foncière détachée de la parcelle de terrain cadastrée zone ZT 321 à Saint-Jean-de-Beugnier sur le parc d'activités économiques que vous connaissez bien, au profit de la société Libo Négoce Matériaux. Libo donc est installé chez toi à Saint-Hermine et ils se développent bien. Ils veulent monter un site à côté de leur site de logistique qu'ils ont à Saint-Hermine. Ils veulent monter un site de production. Et donc, nous étions en discussion avec eux pour monter ce site à Saint-Hermine. Il fera 16 000 mètres carrés et on leur vend 17,5 € hors taxe le mètre carré. Voilà. Donc, je vais vous donner les conditions. Enfin, vous les connaissez, je pense, déjà par cœur. Et je vous rappelle juste les conditions parce qu'il va y avoir plusieurs ventes. C'est toujours les mêmes conditions. Je ne vais peut-être pas les répéter 10 fois dans la soirée. Donc je vous rappelle que la signature doit se faire dans un délai maximal de 12 mois à partir de cette présente délibération, la signature du compromis de vente. Que le dépôt de permis de construire dans les 18 mois suivant la signature du compromis. Le lancement des travaux doit avoir lieu dans un délai de 18 mois suivant la signature de l'acte de vente. La date de l'acte de vente, elle dépend selon la complexité des affaires. Par exemple, pour Exia, qu'on a signé, ça fait 2 ans, c'est bien évidemment beaucoup plus compliqué que pour un artisan sur une parcelle de 1000 mètres carrés. Voilà, donc ça, c'est les conditions qui sont applicables à toutes les ventes que je vais citer, en tout cas les ventes de terrain, parce que vous allez voir qu'il y a des ventes de bâtiments. Donc voilà, s'il y a des questions, vous pouvez me les poser maintenant. Voilà, donc au vu de cette opportunité de développer la société Libo sur le territoire, on vous propose de céder cette emprise foncière de 16 000 mètres carrés qui est sur la partie sud du Vendéopole à la société Libo, de consentir cette vente au prix de 17,50 € le mètre carré et d'autoriser Madame la Présidente à signer le compromis de vente et d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Y a-t-il des questions? Non. Je propose de voter. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non. Merci. Le deuxième, c'est une vente de terrain à bâtir à détacher de l'emprise foncière de l'actuelle maison de l'enfance située sur la commune de Luçon, à l'entreprise Concerto. Donc ça, je vais juste vous expliquer. Si vous voyez où est la maison de l'enfance à Luçon, il y avait 2 terrains qui étaient vides, qui auraient dû servir de jardin, mais qui ne sont pas utilisés par la maison de l'enfance. Donc on les a repris. C'était de toute façon des territoires économiques. On les a repris pour les mettre en vente, pour les valoriser, ce qui d'abord nous fait rentrer de l'argent, et puis deuxièmement nous évite des frais d'entretien inutiles. Donc le premier, celui du Nord, va être vendu à la société Concerto, qui, dans le cadre de son expansion, a besoin de bâtiments plus grands que ce qu'ils ont aujourd'hui à Luçon. C'est donc, je vous les ai expliqué, c'est une optimisation foncière. Que vous dire d'autre que le prix est de 30 € hors taxe le mètre carré. Et donc, ils vont faire un nouveau bâtiment. Ils nous ont montré les esquisses. Ça sera un très beau bâtiment donc qui sera devant la maison de l'enfance. Donc ce qui est demandé là, c'est de nouveau de céder une emprise foncière. Donc elle fait 1200 mètres carrés et il y aura dessus un bâtiment qui fera 800 mètres carrés si ma mémoire est bonne. De consentir cette vente au prix de 30 € le mètre carré, d'autoriser Madame la Présidente à signer le compromis, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Y a-t-il des questions? Non. Procéder au vote. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non. Merci. La suivante, donc, c'est terrain à bâtir à détacher de l'emprise foncière de l'actuelle maison de l'enfance située sur la commune de Luçon au groupe Durée Immobilier. Donc de nouveau, la maison de l'enfance au milieu, les 2 jardins, dont celui d'en haut est vendu à Concerto et celui qui est au sud, en bas, est vendu au groupe Durée. Le groupe Durée
va donc faire un bâtiment qui sera très beau. On a vu les esquisses de l'architecte, dans lequel il va donc installer des bureaux pour du tertiaire, ce qui manque pas mal dans cette zone. Le prix de vente est comme précédemment pour Concerto de 30 € le mètre carré, et ça sera sur 3100 mètres carrés, et là aussi le bâtiment est un peu plus grand, il fait aux alentours de 1000 mètres carrés. Voilà, il sera en partie sur 2 étages. Donc les mêmes conditions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qui est proposé, c'est de céder l'emprise foncière de 3100 mètres carrés, à détacher de la part partielle, dont vous avez les numéros, de consentir cette vente au prix de 30 € le mètre carré, d'autoriser Madame la Présidente à signer le compromis de vente, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Y a-t-il des questions? Non. On va procéder au vote. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non. Merci. Je continue. Vente de parcelles de terrain cadastrées ZT 296, chemin de Maran, au sein de l'extension de la zone d'activité économique Ferme-Neuve sur la commune de Luçon, au profit de la société SARL ESO Énergie. Alors là, Ferme-Neuve, donc c'est la nouvelle zone qui est après les 2 terrains là qu'on vient de voter. Après, à droite, on avait déjà vendu une parcelle tout à fait au fond, et là c'est la première parcelle quand vous rentrerez dans cette zone d'activité. Et il y en a une autre vente que je vous présenterai prochainement. Donc ça fera déjà 3 parcelles de vendues sur cette nouvelle zone. C'est la société ECO Énergie qui est aujourd'hui à Luçon dans un petit bâtiment vers le port. Et ils sont en forte expansion et ils ont donc besoin de s'agrandir. La superficie du terrain, là, est de 2154 mètres carrés. Le prix proposé est de 25 € hors taxe le mètre carré. Pourquoi un peu plus bas que les autres? C'est parce que c'est plus loin et que ce n'est pas ce qu'on appelle en premier rideau. Même condition de vente que ce que j'ai dit précédemment. Donc ce qu'on vous propose, c'est de céder la parcelle cadastrée ZT 296 de 1150 mètres carrés, comme je vous le disais, au prix de 25 € le mètre carré, d'autoriser Madame la Présidente à signer le compromis de vente, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Des questions? Non. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non. Merci. La suivante, c'est une vente de parcelles de terrain cadastrées ZTM 117, 116, 129 dans la zone d'activité économique Cleanwell, les Magny-le-Régnier, au profit de la SAS HLR. Donc c'est l'autorisation de signature. En fait, c'est la société de Louino, qui est déjà installée à Luçon, qui se développe très bien, et en fait ils veulent créer une activité de, ça va me revenir, thermolacage. Voilà. En fait ils vont thermolaquer les pattes. Aujourd'hui ils font des pattes de fixation, ils sont spécialisés là-dedans, ils se développent très bien, et maintenant ils vont thermolaquer ces pattes de fixation, et c'est pour ça donc qu'ils vont acheter ce terrain. Donc toutes les parcelles, si vous additionnez, ça fait 5702 mètres carrés. Ça va aussi apporter des emplois là-bas, donc c'est bien. Et là, ça sera la 3e parcelle de mémoire, oui, 3e qui est vendue. On avait vendu, non, 4e, non, 3e, pardon, qui est vendue sur cette zone. Et là, c'est au prix de 15 € le mètre carré. Voilà. Donc ce qui est proposé, c'est de céder les parcelles ZM 117, 116, 129 pour les 5700 mètres carrés dont je vous parlais tout à l'heure, au prix de 15 €, d'autoriser Madame la Présidente à signer le compromis de vente, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Y a-t-il des questions? Non. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non. Merci. Donc là, maintenant, on passe à des ventes de terrain, mais des terrains où il y a des bâtiments qui nous appartiennent.
Ce que l'on essaye de faire, c'est de vendre un certain nombre de bâtiments qui appartiennent aujourd'hui à la Comcom, qui sont sur le Vendéopole ou ailleurs d'ailleurs, parce que d'abord, on est sûr que ça fidélise, enfin ça aide à fidéliser les entreprises. À partir du moment où elles ne sont plus locataires, sont propriétaires du bâtiment, elles ont tendance à rester plus longtemps. Et puis deuxièmement, ça nous évite des frais de gestion. Et troisièmement, généralement, les locations sont à des tarifs assez bas. Voilà pourquoi on fait ça. Le premier, donc, c'est une cession du local actuellement occupé par la société Technisen. Technisen, c'est le groupe Millet. Si vous vous souvenez, on leur avait vendu 10 000 m² juste à côté de ce terrain, ce qui va leur permettre de faire une chaîne de montage sur ce terrain et d'utiliser au mieux le bâtiment qu'ils ont déjà. Le prix est de 270 000 €. Il y a un foncier là de 2500 m² et le bâtiment fait 800 m². Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ce bâtiment, c'est un bâtiment qui est en lot et qui est aujourd'hui occupé par deux sociétés. D'un côté, Technisen et de l'autre côté, la société VBO. Donc le premier que je vous présente, c'est Technisen Millet pour 270 000 €, sachant que les domaines de mémoire, c'était 257 000. Voilà, donc on est au-dessus. Donc ce qui vous est proposé, c'est de céder ce bien immobilier au prix de 270 000 €, d'autoriser Madame la Présidente à signer l'acte notarié et d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Le suivant, c'est... Pardon, oui, je vais trop vite. Je suis parti dans mon élan. Est-ce qu'il y a des questions, pardon? Il n'y a pas de questions, non. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non. Merci. Je reprends. Cession du local actuellement occupé par la société... Pardon? Vas-y, j'y vais. Cession du local actuellement occupé par la société VBO. Je viens de vous en parler. Dans le bâtiment industriel 1, avenue des blablabla. Donc tout ça, on le connaît. Le prix, donc c'est VBO, même chose. Hein. Il faudra détacher donc de la parcelle de Millet. C'est une parcelle de 2600 m². Je crois que les bâtiments, ils font 800 m², si mes souvenirs sont bons. Et là, on propose la vente à 262 000. C'est un peu plus bas parce qu'il y a un peu moins de surface. Ce que l'on vous demande, donc propose, c'est de céder le bien immobilier à 262 000 €, d'autoriser Madame la Présidente à signer l'acte notarié, d'autoriser Madame la Présidente à se faire représenter le cas échéant. Voilà. Non, oui, c'est vrai, je recommence. Les votes. Quelqu'un a-t-il une question? Non. Procéder au vote. Quelqu'un est-il contre? Abstention? Non. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Bruno, beaucoup de ventes, hein, vous pouvez voir, toujours une très très belle dynamique dans le service économie avec, voilà, on a des porteurs de projets qui nous sollicitent énormément. C'est très très bon signe pour notre territoire. Merci beaucoup. Alors, on poursuit avec un avenant qui nous lie à la SCI Lima Investissement sur le Vendéopole lié à un souci d'assurance. Vous le savez, on a contracté un crédit bail avec la SCI Lima Investissement, c'est avec M. Amcor, enfin avec l'entreprise, et pour les bâtiments, pour des bâtiments industriels qui sont situés sur le Vendéopole. Le crédit preneur doit assurer les biens donnés en crédit bail, et ce pendant la durée du crédit bail, la totalité. Il est précisé que l'ensemble des polices devront comporter une clause de renonciation à tout recours, cette recours de l'assureur, s'étendant également aux assureurs respectifs de chacune des parties au présent acte, ainsi qu'à l'encontre des sous-locataires autorisés. Sur ce point, on a une difficulté à trouver un porteur de risque prêt à assurer les bâtiments industriels au regard de la présence de cette clause. Par conséquent, en accord avec le crédit preneur, je vous propose que la clause de renonciation réciproque à tout recours soit retirée du crédit bail, objet de la présente, de façon à ce qu'on puisse assurer dans de bonnes conditions le
bâtiment, et ça, ce sera fait donc sous forme par un avenant avec une forme notariée. Donc, vous aviez le détail des articles qui vont être modifiés, et du coup, je vous propose d'accepter la passation d'avenant entre la communauté de communes et la SCI Lima Investissement, afin d'une part de supprimer la clause de renonciation réciproque à tout recours, qui est donc mentionnée à l'article 11, assurance, article B, modalité de mise en garde des garanties du dit crédit bail, et d'autre part de modifier les articles 11 et 13 tels qu'ils vous étaient écrits précédemment, et puis de m'autoriser à signer l'avenant et tous les documents s'y afférents. Y a-t-il des questions? Non. Très bien, je mets aux voix. Est-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Et nous poursuivons avec Dominique. Pardon, merci. On est dans des délibérations que vous connaissez bien, donc c'est celle qui vient, donc c'est le retrait de la délégation d'exercice du droit de préemption urbain, donc à la commune de Mareuil-sur-Lay, au profit bien sûr de l'EPF de la Vendée. Comme vous le savez, parce que la communauté de communes donc, a délégué donc, aux communes le droit de préemption urbain à l'exclusion des périmètres des zones donc, UE et 1 AUE et 2 AUE. La commune de Mareuil-sur-Lay donc, a un projet d'intervention donc, avec l'EPF pour une mission d'étude sur l'îlot du Moulin Fleury, donc, dans le cadre de la convention tripartite, en vue de la réalisation du programme d'habitat, notamment des destinations des seniors, sur cet îlot. Donc du Moulin Fleury, d'une superficie totale de 10 774 mètres carrés. Donc on propose de retirer préalablement la délégation attribuée à la commune de Mareuil-sur-Lay en matière de droit de préemption urbain sur le secteur visé par la convention d'études signée avec l'EPF. Voilà. Et ce pour la durée de la convention précédemment citée, donc éventuellement prorogée par avenant. Y a-t-il des remarques particulières? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voté à l'unanimité. La délibération suivante, c'est la délégation partielle du droit de préemption urbain donc à l'établissement public foncier sur la commune de Mareuil-sur-Lay. Donc c'est en fait la même chose. Simplement, donc c'est qu'on vous demande de déléguer l'exercice de droit de préemption urbain à l'EPF de la Vendée sur le même secteur visé qu'on a vu tout de suite. Donc pour la durée de la convention, au profit bien sûr de la commune de Mareuil-sur-Lay. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pas si le maire de Mareuil est là. Il est au fond. Dire quelque chose, non? Ok, d'accord. Merci. Merci à tous. 23e délibération. Donc on a fait voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. 23e délibération, retrait de la délégation cette fois donc du droit de préemption urbain, cette fois c'est sur Saint-Termine. J'espère que le maire vous remerciera après. Au profit de l'EPF de la Vendée. Donc je répète pas tout, mais là donc c'est donc la commune de Saint-Termine a sollicité l'intervention de l'EPF pour une mission d'étude sur 2 îlots situés le long de la route départementale, assurant la desserte de la commune, quartier des Ougnettes et du Fief-Magny. Dans ce cadre d'une convention tripartite passée donc entre la commune, l'EPF et la communauté de communes. Donc la superficie donc, pour cette étude sur cet îlot est de 20 682 mètres carrés. Ces parcelles sont classées en zone 1 AU et UB, au PLUI bien sûr du pays de Saint-Termine. Donc on vous demande de retirer préalablement la délégation attribuée à la commune de Saint-Termine en matière de droit urbain sur le secteur visé. Et ce pour la durée de la convention. Y a-t-il des contre, des abstentions? Donc merci, voté à l'unanimité. Et la délibération suivante, bien sûr, c'est le fait de pouvoir déléguer donc ce droit de préemption urbain à l'établissement public foncier de la Vendée au profit de la commune de Saint-Termine. Voilà, donc sur le même parcellaire dont on vous parlait à l'instant. Donc on vous demande de déléguer l'exercice de préemption de droit urbain à l'EPF de la Vendée au profit de la commune de Saint-Termine. Ce pour la durée de la convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Est-ce que le maire de Saint-Termine veut s'exprimer? Je vais faire comme mon homologue de Mareuil, donc merci. Mais au-delà de ça, on parle de l'attractivité de Sud Vendée littoral, mais il y a certes les entreprises, mais derrière, il faut accueillir aussi les salariés. Et là, c'est extrêmement important pour
pour la commune de Saint-Hermine, parce que derrière, il faut des logements pour pouvoir accueillir les futurs salariés qui ne vont pas se compter en dizaines là, sur le Vendéopole de Saint-Hermine, Saint-Aubin et Saint-Jean-de-Beugnet. Voilà, donc merci. C'est bon, ça y est, on a voté. Merci beaucoup. C'est bien, on a un temps de dynamisme sur l'économie, le logement, c'est parfait. Alors, on poursuit. Mon micro a décidé de s'arrêter. Non, c'est pas grave. Ça y est, c'est bon, c'est reparti. Et on passe sur le schéma intercommunal de la lecture publique. Je passe la parole à Guy. Bien, c'est l'adoption du schéma de la lecture publique. La loi Robert du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique décide que la lecture publique est d'intérêt intercommunal et élabore et met en place un schéma de développement de la lecture publique. L'état des lieux de la lecture publique en Sud-Vendée littorale montre la nécessité d'une politique publique concertée. La démarche de consultation qui a été menée en 2022 a permis de prioriser les enjeux et les objectifs stratégiques à mettre en œuvre à partir de 2023. Les différents acteurs s'accordent sur un modèle coopératif entre l'intercommunalité, les communes et le département pour atteindre des objectifs de développement. Du point de vue du réseau actuel, on a 4 établissements qui fonctionnent en réseau avec les 2 établissements intercommunaux qui sont Luçon et Mareuil. 10 communes accueillent le service itinérant intercommunal. Une commune co-organise une bibliothèque de plage. 27 communes, dont 14 avec une bibliothèque, sont autonomes en matière de lecture publique. Les participants de la consultation 2022, qui ont été importants, ça a duré pendant même 2023, élus communaux et bénévoles notamment, ayant souhaité garder l'avantage d'une gestion en proximité de leur bibliothèque, la communauté de communes Sud-Vendée littorale a conçu un schéma de développement sur un mode coopératif afin d'agir à son échelle selon ses moyens de manière coordonnée pour les 56 000 habitants du territoire. L'enjeu est, par la mise en œuvre des 27 fiches actions du schéma de 2023-2027, de déployer équitablement les moyens intercommunaux actuels et de décider des coopérations communales et départementales pour une offre de services et d'équipements qualitatifs pour l'ensemble des administrés. Je vous propose d'adopter le schéma intercommunal de développement de la lecture publique afin de permettre la création et l'animation d'un réseau coopératif de lecture publique. Je pense que vous les avez tous reçus en annexe. Vous l'avez reçu, c'est ce type de document, et vous avez pu voir aussi dans ce qui est proposé sur les actions 2023 jusqu'à 2027. Est-ce qu'il y a des questions? Il est proposé aux membres du Conseil communautaire d'approuver le schéma intercommunal de développement de la lecture publique et d'autoriser Madame la Présidente à signer tous les documents afférents à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La fiche 26, on est sur une action de schéma de développement de la lecture publique et surtout c'est d'aller chercher des subventions concernant l'informatique documentaire et logicielle. Je ne reprends pas tout le schéma. Le système intégré de gestion des bibliothèques adopté par l'intercommunalité fin 2021 pour permettre l'intégration de la nouvelle médiathèque intercommunale à Mareuil a la capacité technique d'être mutualisée avec les 15 bibliothèques municipales actuelles. Ce logiciel commun permettra de répertorier tous les documents du réseau, de connaître leur emplacement et leur disponibilité en temps réel, le catalogue, d'informer sur toutes les bibliothèques, le portail pour les bibliothécaires comme pour le public. La prestation prise en charge par l'intercommunalité comprend en année 1 la migration des données des bibliothèques informatisées, l'installation pour les bibliothèques non informatisées, la formation pour tous, la mutualisation du portail, puis l'abonnement annuel pour toutes les bibliothèques intercommunales et communales. Le coût total acquisition de logiciels et hébergement, on est sur un budget de 37 900 et on demande au niveau de la DRAC 13 400 et du département 8 040 €. Reste en autofinancement 16 460 €. Y a-t-il des questions? Il vous est proposé d'approuver le plan prévisionnel de financement présenté ci-dessus concernant l'acquisition de logiciels, l'installation, la migration, la formation et la maintenance pour un montant de 37 900 € hors taxes
et d'autoriser Madame la Présidente à solliciter les aides et subventions identifiées dans le plan de financement ci-dessus auprès des différents partenaires, d'autoriser Madame la Présidente à signer tous les documents afférents à ce dossier. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Et ce schéma qui va bien sûr être déployé très rapidement. Alors, le point suivant, ça concerne la modification du tableau des emplois avec... il convient donc de l'actualiser, considérant le recrutement d'un responsable mobilité pour assurer le remplacement d'un agent. Il convient donc de créer le grade d'ingénieur à temps complet, de supprimer le grade d'attaché à temps complet. Il vous est donc proposé d'autoriser la création et la suppression proposées ci-dessus, de modifier le tableau des effectifs actualisés que vous aviez joint en annexe et de m'autoriser donc à signer les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Bon, je mets aux voix. Est-il voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, nous partons pour la dernière délibération sur une modification de délibération sur la rémunération des contrats engagement éducatif des animateurs au niveau des ALSH. Et donc, il vous est proposé de modifier la partie rémunération dans le cadre d'un CEE de la délibération que nous avions prise le 17 décembre 2017 de la façon suivante. Avec donc les anciens tarifs et les nouveaux. Animateur sans diplôme de 45, nous passerions à 52 €. Animateur diplômé de 58 € à 65 €. L'adjoint de direction de 62 € à 69 €. Et la direction 70 € à 77 €. Les directeurs et adjoints de direction bénéficient d'une majoration de 10% en cas de permanence à l'accueil péricentre ou au circuit de bus. Il vous est proposé donc d'inscrire les crédits nécessaires au budget et de m'autoriser à signer tout document. Vous le savez, vous n'êtes pas à savoir que les difficultés de recrutement des animateurs sont assez récurrentes. Y a-t-il des questions? Non? Je mets aux voix, pardon. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non, très bien. Je vous remercie. Moi, je clôt le côté formel de ce conseil communautaire et je voudrais savoir s'il y a des questions ou des interventions. Oui, Evelyne, tu veux... non, mais peu importe. Vas-y, Guy. Oui, vous avez pu voir en arrivant, on vient de sortir la petite plaquette sur la programmation culturelle de mars à juin 2023. Il y a un petit paquet qui est réservé à chaque commune. Il faut savoir que cette programmation concerne la programmation culturelle, bien sûr, mais aussi la médiathèque de Luçon avec les bibliothèques et aussi l'école de musique. Ça va toucher toute cette programmation va toucher à peu près plus de 20 communes sur le territoire. Je vous remercie. Alors, merci Guy. Evelyne, alors il y a en effet le transport à la demande, là où vous avez donc les flyers, alors Evelyne pourra en dire un petit mot, les flyers qui ont été déjà distribués. Alors, il y a eu quelques erreurs, enfin voilà, la région était embêtée, les flyers ont été distribués. Sur tous nos territoires, on a eu quelques erreurs. Il y a une commune qui avait disparu, non plusieurs, parce que Besset avait disparu aussi, ouais, Besset avait disparu aussi. Voilà, donc, mais ce qu'il faut préciser quand même, c'est que sur le site, il n'y a pas d'erreur. Sur le site, vas-y Evelyne, je te laisse... Donc oui, tout d'abord, il y a ce transport à la demande qui commence le 21 et qu'il faut savoir que la communauté de communes Sud-Vendée Littoral est la première de Vendée, donc on peut en être fier. Et donc, bon, ça concerne... Alors en fait, ce qui est assez drôle, la première personne qui l'a utilisé, c'est une jeune de 20 ans qui est à la mission locale, en fait, et qui va passer son permis de conduire. Et en fait, c'est elle qui a été la première. Donc, en fait, on pourrait croire que c'est destiné aux personnes très isolées et âgées. Et en fait, c'est une jeune de 20 ans qui a fait l'usage. Donc, je trouve ça excellent. Donc, il ne faut pas hésiter à communiquer. Alors, c'est vrai que la région s'excuse auprès des deux communes qui ont été lésées, donc Besset
la tailler. Donc ça a été corrigé très rapidement. Bon, malheureusement, sur les dépliants, voilà, l'erreur est faite, mais il y a eu un communiqué qui a été fait auprès de ces 2 communes pour corriger cette erreur. Mais on est vraiment désolé parce qu'en fait, la personne qui suivait, on était malade. Hein. Bon, mais voilà, mais voilà. Et puis je peux me permettre également, c'est de vous parler du Big Bang de l'emploi qui est organisé par la région et qui a lieu le 10 et le 11 mars à La Roche-sur-Yon au parc des expositions. Et s'il vous plaît, si vous pouviez venir, pour chaque commune, j'ai une affiche à vous donner si vous voulez bien la mettre dans votre mairie, parce que réellement c'est important pour tous nos citoyens. Et c'est un événement, c'est inédit, il y a des vidéos à 360 degrés, il y a des simulateurs de métiers, il y a de la réalité virtuelle, il y a une grande roue du job dating. Réellement, c'est un événement nouveau. Le premier a eu lieu à Angers. Là, la Vendée, c'est le 2e département. Voilà, donc s'il vous plaît, si vous voulez bien venir me voir, j'ai l'affiche à vous donner pour mettre dans vos communes. Merci. Merci Evelyne. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non, eh bien écoutez, dans ces cas-là, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Merci.